ici, c'est sur les leçons que je tire de ma démarche de chercheur que je voudrais insister. Alors, chercheur en sciences sociales, donc on n'est pas exactement dans le même champ que celui qui vous préoccupe ici, mais la question de la responsabilité du chercheur dans le récit de notre histoire est vraiment fondamentale. Et lorsque, après la défaite de la mobilisation de 2003 contre la réforme des retraites, dans laquelle la fonction publique avait été très impliquée, rappelez-vous la part très active des enseignants en particulier dans la mobilisation contre la réforme, parce qu'il s'agissait à cette époque-là de s'attaquer en particulier à la retraite des fonctionnaires, en indexant sur les prix et non plus sur les salaires, par exemple. Alors que la mobilisation était énorme, l'échec a été tout aussi énorme. Et je me suis interrogé à ce moment-là sur les raisons de l'échec qui étaient internes à la mobilisation elle-même. On ne pouvait pas simplement accuser le camp d'en face d'être fort ou je ne sais pas quoi. Il fallait aussi s'interroger sur les limites des mots d'ordre et des modalités de la mobilisation. Et c'est là que, comme chercheur, j'ai été extrêmement marri de m'apercevoir que 30 ans, ça faisait depuis 1974 que j'étais sur le coup, donc 30 ans de travaux de première main avec des enquêtes, des archives, de la statistique, la reprise de tous les rapports de l'inspection générale des affaires sociales ou des débats parlementaires, enfin, etc. Tous les travaux qui avaient été écrits par le monde académique sur les questions de la sécurité sociale depuis les années 40. Tout cela ne m'avait pas fait voir un point absolument essentiel, comme quoi les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose, hein, et si on ne pose pas les bonnes questions, bon, on n'a pas non plus les bonnes réponses. Je n'avais pas vu la radicale opposition entre l'Agirc-Arrco, le régime de retraite des cadres, l'Agirc, est étendu à l'ensemble des salariés du privé dans l'Arco, dans les années 50. Donc l'Agirc qui est né en 1947, et le régime général de retraite ou le régime de retraite des fonctionnaires. J'avais rangé ces deux types de régimes fondamentalement différents, dont je vais m'apercevoir que plus tard, à ce moment-là de la différence, dans un même, sous la même rubrique de régime en répartition, hein, parce que les cotisations de l'année sont versées aux retraités de l'année. Il n'y a pas de placement des cotisations, on est en répartition. Et dans Puissance du salariat, donc l'ouvrage que j'écris dans les années 90, qui est paru en poche d'ailleurs, hein, en point seuil, là, qu'il est tout à fait accessible maintenant, je range l'Agirc-Arrco et le régime général des retraites dans la même rubrique, répartition. Et c'est là que je vais m'apercevoir que le conflit de classe n'oppose pas la répartition à la capitalisation, pas du tout. Que la classe dirigeante n'a pas du tout comme objet la capitalisation. Et nous avons encore erré considérablement en 2019, hein, où nous avons centré toute notre opposition à la réforme des retraites au nom du refus de la capitalisation. Rappelez-vous le délégué gouvernemental à la retraite obligé de démissionner parce qu'il était lié à un groupe de capitalisation et on avait utilisé le truc pour lancer la bagarre. Tout ça, c'est de la musette, hein. L'enjeu pour la classe dirigeante n'est absolument pas de passer à la capitalisation en matière de retraite,
mais c'est de promouvoir une répartition capitaliste contre une répartition communiste. C'est-à-dire qu'il faut mettre un adjectif aux catégories analytiques qu'on utilise. Et c'est d'ailleurs l'enjeu essentiel du bouquin avec Frédéric Lordon, En travail, conversation sur le communisme, le bouquin qu'on vient d'avoir. J'avais proposé comme titre, mais ça a suscité un éclat de rire général, fécondité du prédicat. Parce que, bon, alors là, il faut vendre ensuite, donc c'était pas possible, mais c'est ça le cœur de l'affaire. Sortir d'une analyse du capitalisme comme un système générateur de victimes, un système qui ne se reproduit que pour rester identique, qui ne change que pour rester lui-même, qui n'est pas marqué, à la différence de ce qu'en dit Marx précisément, par une logique de contradiction, mais qui est marqué par une logique de reproduction. Et une telle analyse fait que on ne va pas chercher dans le capitalisme lui-même les prémices de la sortie du capitalisme. Et on va appeler État, l'État, salaire, le salaire, valeur, la valeur, sans voir que s'affrontent dans l'État un État capitaliste, un État communiste. Dans le salaire, un salaire capitaliste, un salaire communiste. Dans la valeur, une valeur capitaliste, une valeur communiste, etc. Et dans le travail, un travail capitaliste, un travail communiste. Et qu'est-ce que c'est que la répartition capitaliste? À quoi s'oppose la répartition communiste en matière de retraite? On a donc bien la même technologie qui consiste à affecter des cotisations, un flux de cotisations à un flux de pensions qui sont absolument concomitants, sans passage par un placement. Dans la répartition capitaliste, c'est la pension est à la mesure des cotisations. C'est le j'ai cotisé, j'ai droit. La logique intellectuelle, c'est une partie de mon salaire, je ne le dépense pas, je la mets au pot commun, un pot de solidarité intergénérationnelle, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. Et ces cotisations, cette socialisation de mon salaire que je ne dépense pas, vont financer les pensions des retraités. Et lorsque je serai moi-même retraité, bien ma foi, j'aurai droit à la mesure finalement de la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais actif. J'aurai droit de bénéficier des cotisations des actifs de l'époque, la solidarité intergénérationnelle. Là, nous sommes au cœur de la logique capitaliste. Ce qui fait réfléchir. Ça fait depuis quand même maintenant, depuis 93, 94, que nous manifestons autour de oui à la solidarité intergénérationnelle, non à la capitalisation. Enfin, des mots d'ordre qui sont totalement mortifères et qui nous mettent sur le terrain de notre adversaire. Alors que la répartition communiste qui s'opère en 1946, qui est inventée, on pourrait dire, dans le statut de la fonction publique, avant donc 1946, même si c'est en octobre 1946 que la loi Thorez va instituer le statut de la fonction publique, repris ensuite dans la loi Lepors de 1983. Par parenthèse, là encore, sur notre aveuglement sur les acquis communistes de notre histoire sociale,
il a été possible en août dernier de faire une loi qui porte une atteinte mais fondamentale à la fonction publique, lorsque les soignants fonctionnaires, je cherche le mot, récusés, mais quel est le mot, parce que non vaccinés, ils sont donc, pardon ? Suspendus, merci beaucoup. Donc les fonctionnaires suspendus voient leur traitement suspendu. Ça, c'est une atteinte absolue à la fonction publique. Un fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr, c'est l'article 3 de la loi Le Pors de 1983. Bon, le silence syndical sur cette affaire montre combien nous sommes incapables de mettre le mot communiste sur des institutions dans le capitalisme. Et nous sommes incapables de voir la portée anthropologique d'un dispositif qui dissocie totalement le droit au salaire de l'activité menée, et qui fait que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Tout leur salaire, bien sûr. Évidemment, parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils sont payés pour ce qu'ils sont du point de vue de la valeur, porteurs d'une qualification. C'est une mutation anthropologique énorme, que de ne plus faire dépendre mes ressources de ce que je fais, validé socialement comme productif. Alors que cette validation sociale m'échappe totalement, et qui donc me met à la merci de la classe dirigeante. Là, on a un inouï formidable, qui est le cœur de la fonction publique précisément. Or, ce que fait Croizat en 1946 à propos des retraites du privé, il transpose dans les retraites du privé, dans les retraites du régime général, la situation des fonctionnaires. Un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. La retraite ne relève pas du tout de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité, c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire. Parce que la qualification passe lorsqu'il prend sa retraite, je parle du privé, de son poste à sa personne. Ça n'est plus son poste qui est qualifié, ça c'est le statut des travailleurs dans le privé, ou des CDI qui se mettent en place à l'INRIA aujourd'hui, d'accord ? Prétendument pour attirer je ne sais pas quoi, enfin c'est tout ça pour créer 18 postes en CDI et 21 postes en fonction publique. Toute cette entourloupe indécente de la lutte contre la précarité par le CDI et non pas par la fonction publique. Ce qui caractérise la retraite telle que Croizat la met en place en 1946, c'est que le retraité a droit, quelles que soient ses cotisations, à la poursuite de son salaire. Ce n'est plus son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est le cas des fonctionnaires. Le fonctionnaire, ce n'est pas son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est pour ça qu'un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Mais un fonctionnaire qui termine son service, qui n'a donc plus de poste, conserve son salaire. Parce que son salaire est lié à sa qualification. La qualification, c'est la mesure du salaire, enfin, elle s'exprime dans un salaire. Et la qualification, c'est un attribut personnel. On définit un fonctionnaire non pas par son diplôme. Son diplôme, il peut se torcher avec tant qu'il n'est pas qualifié. C'est sa qualification à travers un concours qui va ensuite attacher à sa personne un salaire. Et c'est pour cela que depuis longtemps, au demeurant, c'est un énorme conflit au XIXe siècle, depuis 1853, donc c'est déjà ancien, les fonctionnaires conservent leur salaire, qui par définition est le meilleur, le dernier est le meilleur. Alors c'était celui des 6, le salaire moyen des 6 dernières années
au XIXe siècle où il n'y avait pas d'inflation structurelle. L'inflation structurelle apparue avec la guerre de 14 a transformé les 6 dernières années en 6 derniers mois. Mais nous sommes dans une même logique. Le fonctionnaire est titulaire de sa qualification, c'est une qualification personnelle, ce n'est pas la qualification du poste, et il continue à être payé. Pourquoi? Parce qu'il ne perd pas sa qualification. Un fonctionnaire, je ne sais pas quoi moi, un directeur de recherche du CNRS, un général ou un ouvrier d'État conserve sa qualification jusqu'à sa mort. C'est un attribut de sa personne et donc il conserve son salaire jusqu'à sa mort en fonction de la durée de son service public validé. Et c'est ce que fait Croizat. Il transpose totalement cela dans le privé. Aucun compte n'est tenu des cotisations, aucun. La pension du privé ne repose sur aucun compte des cotisations. Un fonctionnaire d'État, il n'y a aucune cotisation, aucune caisse. Il y a, là, si vous êtes fonctionnaire d'État et que vous regardez votre feuille de paye, vous allez voir une mention retenue pour PC, pour pension civile, mais c'est un pur jeu d'écriture. Il n'y a aucune caisse dans laquelle irait cette pension. C'est le trésor public qui continue à payer le fonctionnaire jusqu'à sa mort. Et donc, en aucun cas, la pension de retraite n'est un différé des cotisations. Ce n'est pas un salaire différé. C'est un salaire continué. C'est tout à fait différent. D'un point de vue anthropologique, ça pose le travailleur non pas comme celui qui est en train de travailler. Ça, c'est la définition capitaliste du travailleur. Et on comprend pourquoi il y a cette définition. Travailler dans le capitalisme, là encore une fois, il faut mettre des qualificatifs sur le mot travail. Travail capitaliste, travail communiste. Travailler dans le capitalisme, c'est mettre en valeur du capital. Donc toute personne qui met en valeur du capital, quelle que soit la valeur d'usage de son travail concret. Ça c'est Marx analyse très longuement, Marx et Engels analysent très longuement l'indifférence de la classe dirigeante à la valeur d'usage de ce qui est produit. Puisqu'on produit pour mettre en valeur du capital. On produit de la valeur pour la valeur. C'est une production tautologique ou autotélique de valeur. Dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. D'où l'impasse dans laquelle progressivement le capitalisme nous conduit et qui devient de plus en plus lisible, au point qu'aujourd'hui il y a quand même une adhésion de plus en plus faible au travail tel que le capitalisme nous le promeut. Y compris chez les cadres, y compris chez des catégories qui jusqu'ici étaient en accord avec ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui cet accord est de plus en plus faible. Et comme précisément les travailleurs eux-mêmes n'ont pas de prise sur le travail tel qu'il est construit dans le capitalisme, puisque ce n'est pas la valeur d'usage qui est recherchée, à laquelle ils sont attachés. C'est pour ça qu'il y a souffrance au travail, c'est parce qu'il y a un attachement à la valeur d'usage qui est produite, mais ce n'est pas ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est la valeur économique qui est produite. D'où des contradictions visibles ici aussi. Il faut valoriser en portant des brevets, alors qu'on sait très bien que le brevet c'est absolument antithétique de toute recherche scientifique. Dès qu'il y a du brevet, il n'y a plus de recherche, évidemment. Mais on le fait quand même parce qu'on valorise, etc. Enfin, toute cette arnaque également de la valorisation. Cette non-maîtrise fondamentale du travail par le travailleur fait qu'on ne va être reconnu comme travailleur et donc titulaire d'un salaire que pour autant que l'on a produit une activité qui est socialement validée comme productrice de valeur pour le capital. Et donc on est reconnu comme travailleur que par intermittence dans le capitalisme. Et c'est comme ça que le capital nous tient.
C'est lui qui décide de ce qui est travail et qui décide des temps où nous sommes travailleurs, des occasions par lesquelles nous sommes travailleurs. La forme la plus normale de la mise au travail dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. Et on a bien vu ce que ça donne en confinement. Les travailleurs indépendants, ils sont à poil. Ils n'ont pas d'activité socialement validée comme productive, ils sont à poil. Un travailleur n'est travailleur que lorsqu'il produit une activité validée comme productive, c'est-à-dire dans le capitalisme comme mettant en valeur du capital. Il est reconnu comme travailleur par intermittence. Il est reconnu comme travailleur à la mesure de son efficience dans la production de valeur. C'est le propre du salaire capitaliste. Et là, au cours, il faut mettre un mot, un adjectif sur salaire. Le salaire, ce n'est pas du tout une institution du capital, on va le voir, c'est une institution qui aujourd'hui est très largement anticapitaliste. Mais il naît dans le capitalisme comme institution capitaliste, donc le salaire capitaliste, c'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche validée comme productive. Je suis posé comme un être de besoin. J'ai des besoins pour faire la tâche qui va mettre en valeur du capital. C'est ça le salaire. Et la forme la plus classique du salaire, c'est le revenu des travailleurs indépendants. Le salaire capitaliste, sa forme la plus classique, c'est le revenu des travailleurs indépendants. C'est pour ça qu'il y a une telle pression pour l'auto-entrepreneuriat, pour la Startup Nation et autres trucs plus ou moins à la mode, mais qui veut restaurer la mise au travail capitaliste, c'est-à-dire sous la forme de l'indépendance. Si vous prenez on verra ça cet après-midi avec l'atelier paysan, mais si vous prenez un agriculteur FNSEA, on va dire, qui fait de l'agriculture conventionnelle, c'est le travailleur type dans le capitalisme. À 30 ans, il a 300 000 € de dette ou davantage. Il fait du poulet industriel, donc il dépend entièrement du prêteur, il dépend entièrement du fournisseur d'intrants, de bailleurs et autres, et il dépend entièrement de la centrale d'achat de Leclerc, de son acheteur. Et ces trois groupes capitalistes, le prêteur, le fournisseur et l'acheteur, à travers les prix qu'il lui impose, ou les intérêts qu'il lui impose, récupère l'essentiel de la valeur qu'il produit. Lui-même n'ayant aucune maîtrise de son travail. Aucune. Il est travailleur indépendant, mais il n'a aucune maîtrise de son travail. Et il a des outils, ça on verra ça cet après-midi, des outils irréparables qui font qu'il est totalement dépendant de son fournisseur d'outils, etc. etc. Bien. Le salaire communiste va s'inventer contre le salaire capitaliste. Le salaire communiste, ce n'est pas du tout la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Parce que ce que laisse à cet agriculteur le Crédit Agricole, Bayer et la centrale d'achat de Leclerc, ce qu'il lui laisse, ou Lactalis s'il fait du lait, ce qu'il lui laisse, c'est de quoi satisfaire ses besoins pour être encore au boulot demain, pour produire la valeur qui va pouvoir être piquée par ces trois groupes. C'est ça un travail dans le capitalisme. C'est quelqu'un dont les besoins nécessaires à la production de telle activité, validée comme productive pour le capital, sont reconnus. Toute la lutte de classe dans le capitalisme a consisté à subvertir cette institution du salaire pour en faire un salaire communiste. Et les prémices du salaire communiste, c'est le salaire des fonctionnaires. C'est pour ça qu'il est à ce point contesté. C'est pour ça que l'INRIA embauche 18 CDI
et 21 fonctionnaires cette année. Et puis l'objectif de Macron, c'est d'en finir totalement avec la fonction publique. Il l'a dit, et il le dit ici, puisque c'est ici qu'il est venu présenter son programme de recherche avec des INRIA qui étaient assez cons pour l'accueillir quand il était candidat à la présidentielle. Donc, on est prévenu, on sait quel est son programme. Il a attaqué le point sensible, le statut des cheminots, qui a été recopié totalement sur celui des fonctionnaires. Ça a été son acte 1, les cheminots. Et donc, et encore une fois, hein, dans l'indifférence syndicale, il a fait cette attaque phénoménale contre le statut en août dernier, hein, en utilisant évidemment comme opportunité la lutte contre l'épidémie, hein, qui est une opportunité formidable évidemment pour accentuer la dérive capitaliste de notre société. Un fonctionnaire, il est travailleur toute sa vie, enfin toute sa vie de fonctionnaire, jusqu'à sa mort. C'est pas un ancien travailleur, parce que sa reconnaissance comme travailleur est liée au fait qu'il est titulaire d'une qualification. C'est pourquoi je n'aime pas du tout le vocabulaire de lutte contre la précarité dans la fonction publique. Si on lutte contre la précarité, la réponse c'est le CDI. Dans la fonction publique, il faut lutter contre la non-titularisation, c'est tout à fait autre chose. Hein. Lutter contre la précarité, c'est déjà baisser culotte. C'est ne pas voir le statut communiste de la fonction publique. La mutation anthropologique qui consiste à poser la personne même comme travailleuse, quelle que soit son activité et sa validation. C'est pourquoi accepter aussi hein, qu'il y ait valorisation de l'activité de l'INRIA est une telle dérive dangereuse. Tout ça est cohérent évidemment avec la suppression des financements structurels. Enfin, je vous renvoie à tout ce que Rogue SR peut dire de très remarquable aujourd'hui. Hein. Là, il y a des lieux quand même dans la fonction publique, dans l'enseignement et la recherche, qui sont des lieux où on n'a pas perdu la tête, quoi. On est quand même un tout petit peu cohérent avec le statut de la fonction publique. Qui suppose un financement par tête des laboratoires, un financement structurel, la suppression de l'ANR, enfin toutes ces merdes qui ont été impulsées pour que nous ne soyons plus maîtres de notre travail, hein, et que nous ne soyons plus travailleurs qu'à la mesure de la valorisation de nos activités. C'est une dérive que nous devons combattre, mais de façon collective. Ce n'est pas par des résistances individuelles qu'on peut faire ça, bien sûr. Ça suppose un déplacement de l'activité syndicale. Et je salue, je dirais, la forme de courage hein, de mes hôtes qui veulent tenir bon, hein, ne serait-ce qu'en m'invitant, sur des questions structurelles du statut d'un fonctionnaire. Donc, ce qui se joue en 1946 avec la naissance du régime général, c'est la transposition à l'ensemble des salariés de ce qui a été initié en matière de retraite pour la fonction publique. De le régime général de retraite, créé en 1946 sous l'impulsion des communistes, de la CGT, transpose le statut des fonctionnaires. Aucun compte n'est tenu des cotisations, absolument aucun. La pension, elle est calculée en fonction d'un salaire de référence, alors qui n'est pas
qui n'est pas le meilleur à l'époque, c'est le dernier, mais le dernier dans le privé, c'est pas forcément le meilleur, loin de là. C'est celui des 10 dernières années à l'époque. Bon, mais dans l'optique des promoteurs, c'est d'arriver progressivement au 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Hein, c'est ça l'ambition. Et de faire que on soit travailleur jusqu'à notre mort. Quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu de dissocier la qualification du poste? Ce qui est déjà une conquête. Hein. C'est une conquête par rapport à l'auto-entrepreneuriat, par rapport aux travailleurs des plateformes, par rapport à l'ubérisation, qui n'est jamais que le retour à avant 1910. Hein. Ubériser, c'est revenir avant 1910. 1910, c'est une immense conquête de la CGT. C'est le code du travail, hein, le code du travail qui va imposer aux capitalistes de devenir employeurs. Un capitaliste ne veut jamais être employeur. Un capitaliste, il veut être Crédit Agricole, bailleur ou Lactalis, c'est-à-dire ponctionner des travailleurs indépendants. C'est ce que fait le capitaliste de plateforme aujourd'hui. Ça, c'est le statut type du travailleur dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. On ne le répétera jamais assez. Hein. Ce n'est pas le travailleur salarié, non. Le travailleur salarié, il a été construit contre le capital. Et il est possible à partir du moment où la sous-traitance est interdite. Hein. Le Code du travail de 1910 interdit la sous-traitance. Parce que vous avez deux formes de mise au travail dans le capitalisme. La première forme, c'est le travail indépendant. Ça, c'est la forme canonique. Hein. Travail indépendant, c'est les plus exploités. C'est ceux sur lesquels il est le plus facile de piquer de la valeur. À propos de l'endettement, à propos de la fourniture d'intrants, à propos de l'achat du produit. Ces trois actes-là mettent totalement le travailleur indépendant sous la coupe de groupes capitalistes qui l'exploitent allègrement. D'autant plus allègrement qu'il croit qu'il est indépendant et qu'il y est attaché à son statut. Donc évidemment, dans ce truc-là, on tourne en rond, hein, pour se faire baiser, hein, c'est à coup sûr. Et donc la CGT se construit à partir de la fin du XIXe siècle contre cela, bien sûr, hein, mais également contre le contrat de louage d'ouvrage, qui est la forme mise en place par la Révolution, par les bourgeois révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. Le contrat de louage d'ouvrage, c'est un jeu à trois dans lequel un capitaliste donneur d'ordre, hein, il achète, droit commercial. Il n'y a pas de droit du travail, ça n'existe pas. Hein. Droit commercial, c'est le code du commerce, et puis le code civil, hein, c'est Napoléon. Hein, c'est Napoléon qui est le fossoyeur de la Révolution. Hein, c'est pour ça qu'il est tellement exalté, y compris par notre Macron actuel. Bon. Et donc le contrat de louage d'ouvrage permet aux capitalistes d'acheter de l'ouvrage fait, hein, à ça s'appelle à l'époque un marchandeur, on dirait un sous-traitant aujourd'hui. Ce marchandeur entre donc en relation commerciale avec le capitaliste. Il y a un conflit sur le tarif de l'ouvrage fait, bien sûr, mais ensuite le marchandeur, lui, il embauche des ouvriers. Le mot ouvrier s'impose au XIXe siècle, c'est ceux qui font l'ouvrage dans le contrat de louage d'ouvrage. C'est tout un mot qui existait, mais qui n'était pas central comme il le devient à l'époque. Alors eux, ils sont complètement en dessous du radar. Hein. Personne ne connaît. Hein. Il n'y a aucune institution, hein, sur la façon dont ils sont rémunérés. Hein. Le marchandeur les rémunère à la mort moelle-neu comme il peut, en fonction du tarif qu'il négocie avec le donneur d'ordre. Alors le conflit typique, hein, de la chose, c'est le conflit des canuts à Lyon. Hein. Les canuts, c'est des sous-traitants, hein, qui sont en conflit avec les soyeux sur le tarif de la soie, hein, de la tonne de soie ou du kilomètre de textile en soie. Mais les ouvriers, eux, ils sont encore une fois hors radar. Hein, il n'y a pas d'institution du travail.
Et le Code de 1910, il va instituer le travail. Je vous renvoie à l'ouvrage tout à fait décisif de Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui est un sociologue du droit du travail. Comment évolue le droit du travail au XIXe siècle et comment il débouche précisément sur le Code du travail de 1910. Le Code du travail de 1910, il interdit la sous-traitance, il oblige les capitalistes à devenir employeurs. Et c'est dans cette confrontation directe qui n'est plus maquillée par la relation commerciale, en relation commerciale, comme elle l'est aujourd'hui avec Uber, ou des travailleurs qui sont en fait sous la coupe directe d'actionnaires, c'est maquillé en relation commerciale, avec un flicage par les clients eux-mêmes, qui sont invités à dire ce qu'ils pensent de la prestation, enfin vraiment des trucs invraisemblables, qui sont le cœur du capitalisme. La CGT obtient que la confrontation devienne enfin directe entre les capitalistes et les travailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que va se créer le salaire communiste. Le salaire communiste, il repose sur un mot central qui est le mot qualification. La qualification, ça n'est pas la certification, encore une fois. La certification, elle reconnaît notre capacité à faire du travail concret. Je sais faire de l'informatique, de la physique, n'importe quoi, je suis certifié. J'ai une thèse, etc. Bien ça. Mais encore une fois, nous sommes là dans l'ordre du travail concret, dans l'ordre de l'école. Bon. Mais l'école, elle ne qualifie pas, elle certifie. La qualification, nous sommes dans l'ordre du travail abstrait. Nous sommes dans l'ordre du travail abstrait, le travail en tant qu'il produit de la valeur, non pas en tant qu'il produit des valeurs d'usage. Ça, c'est la certification qui assèque que je sais produire telle valeur d'usage. La qualification, elle n'atteste pas de ça du tout. La qualification, elle renvoie à la production de valeurs économiques. Et le mot qualification, il va être sinon inventé, du moins institué dans l'affrontement entre la CGT et le patronat, dans ce qu'on appelle les conventions collectives. Le Code du travail de 1910 va permettre la mise en place de conventions collectives. Les conventions collectives qui naissent en 1919, puis qui vont donc être au cœur de l'action syndicale pendant tout le XXe siècle, vont attacher au poste de travail une qualification. C'est ça le cœur de la convention collective. On prend tous les postes de travail d'une branche, quelle que soit la valeur d'usage produite, quel que soit le travail concret qui est produit, on va mettre des postes dont les travaux concrets sont très différents au même niveau de qualification. C'est ça le cœur de la convention collective. Pourquoi ? Parce qu'ils contribuent, alors c'est une convention bien sûr, avec des critères, mais tout comme les critères de qualification par le CNU ou je ne sais pas quoi, ou au CNRS. C'est des critères qui sont discutables, c'est des critères qu'il faut en permanence contester politiquement, bien sûr. Il faut éviter leur naturalisation, bien sûr, ce qui est toujours la tentation. Et la convention collective donc prend tous les postes d'une branche et les classe par niveau de qualification, quelle que soit la valeur d'usage produite, quel que soit le travail concret qui est produit. C'est la contribution du poste à la production de la valeur économique, donc au travail abstrait, qui va être mesuré de façon dont il faut encore une fois éviter en permanence la naturalisation. Cette mesure, il faut qu'elle conserve toujours son caractère politique, d'où il faut une très grande vigilance syndicale pour cela, et elle n'existe pas toujours, il faut bien le reconnaître, bien sûr. De même que les critères de qualification dans la fonction publique doivent être en permanence modifiés et en permanence, tenus sous la vigilance démocratique des personnels. C'est pour ça qu'il y a une telle tentative de disqualification du CNU, etc., par la classe dirigeante. Il s'agit que l'on ne maîtrise pas les critères de qualification.
la convention collective, elle invente donc ce mot qui fait crachoter tout patron. Il déteste le mot qualification. Il adore le mot compétence. Vous voyez bien que compétence, ça renvoie au travail concret. Mais que notre salaire reconnaisse notre contribution à la production de valeur économique, ça n'est pas acceptable. Parce que ça nous pose, non pas comme des êtres de besoin qui font telle tâche concrète, validée socialement comme productive, ça nous pose comme étant au cœur de la production de valeur. Et donc, comme si la bataille politique est menée, légitime pour décider du travail abstrait et de ce qui a valeur. Donc vous avez un refus absolu de la classe dirigeante du salaire à la qualification. Le salaire à la qualification, c'est une conquête, à la qualification du poste. C'est une conquête. Donc ce que je dis n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit sur le fait qu'il ne faut pas se battre pour les CDI, mais pour la titularisation. Parce que nous sommes dans l'étape d'après, justement. Mais la première étape pour la CGT, puisqu'il y a qu'elle qui se bat à l'époque, la première étape pour la CGT, c'est la conquête de la qualification du poste de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi? C'est lorsque le poste de travail est enrichi d'une qualification et donc de l'obligation pour l'employeur de respecter le salaire à la qualification. Et dans la mesure où cette victoire est une victoire à demi, puisque ce n'est pas les travailleurs qui décident des postes, tout l'enjeu pour la CGT, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. Ce n'est plus le poste qui est qualifié, mais c'est la personne même. C'est tout l'enjeu de la fonction publique. Vous avez, en 1984, suite à la présence d'un communiste dans le gouvernement Mauroy, vous avez 100 000 titularisations dans l'enseignement supérieur et la recherche. 100 000 titularisations. C'est énorme. Au CNRS, des tas de gens n'étaient pas titulaires. Le personnel biatos, comme on dit, à l'université n'était pas titulaire. Nous avons une énorme mouvement de titularisation où la qualification qui était jusque-là celle du poste, liée au contrat de travail, définant le contrat de travail, n'est plus du tout l'objet du contrat de travail. Un fonctionnaire, il n'a pas de contrat de travail. Il est embauché pour sa qualification. Donc là, nous sommes dans l'autre étape. J'ai insisté sur la victoire qu'est la qualification du poste. C'est une première victoire sur le travail indépendant, mais ou sur les multiples contrats dont sont affligés les jeunes aujourd'hui au nom de l'insertion. Entre 18 et 35 ans, ils s'insèrent. Oui, bah oui. Et donc la seconde étape pour la CGT, ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne. Et ça, c'est la fonction publique, c'est l'EDF-GDF, c'est les cheminots, c'est la RATP, et puis c'est le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, il dit les parents sont titulaires d'un salaire, ils n'ont pas d'emploi. Vous avez une subversion complète des allocations familiales, qui était le cœur de la Sécu en 1945. Je vous renvoie à mes bouquins. Tout ça, je n'ai pas le temps Enfin, c'est longuement analysé dans mes bouquins. Prenez Vaincre Macron, par exemple, le second chapitre, où je reprends tout ça. Mais prenez aussi, évidemment, le bouquin avec Lordon qui vient de sortir en travail. Croizat opère une dissociation, mais radicale, entre le salaire et la tenue d'un poste. En disant, les parents sont des travailleurs.
ça ne veut pas dire qu'ils sont au travail. C'est pas ça un travail dans le capitalisme. C'est quelqu'un qui a droit à être reconnu comme en capacité de et en responsabilité de produire de la valeur. Et ce droit s'exprime dans un salaire qui n'est pas lié au poste de travail, mais qui est lié à la personne, à travers une qualification. Et donc, ce qu'opère Croizat en matière de retraite, c'est cela. Un retraité, ce n'est pas quelqu'un qui est plus travailleur. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'avoir un poste pour être reconnu comme travailleur. D'un point de vue anthropologique, c'est très important. Ça. Alors, c'est pas fini, bien sûr. Un fonctionnaire qui n'a plus de poste, il n'a plus son salaire non plus. C'est des prémices du communisme, tout cela. Mais on a quand même bien vu, pendant le confinement, ceux qui n'avaient pas d'emploi, c'est-à-dire qui étaient en CDD de mission, en stage, en intérim, ou travailleurs indépendants, ils étaient à poil, dès lors qu'ils n'avaient pas d'activité validée comme productive. Ceux qui avaient un emploi, c'est-à-dire ceux qui étaient dans un CDI relevant de la convention collective, ils ont conservé 84% de leur salaire, y compris s'ils ne faisaient rien. Donc ça, c'est l'invention de la qualification du poste, qui est déjà un gros progrès. Et puis ceux qui avaient une qualification personnelle, ils ont conservé leur salaire dans son intégralité. Vous voyez bien la mutation anthropologique qu'il y a à reconnaître les personnes comme travailleuses par intermittence, selon la validation de leur activité comme productive, ou qu'il y a à les reconnaître comme travailleurs en tant que personnes. Et vous voyez bien combien, depuis la LRU, depuis Sarkozy, depuis l'ANR, depuis les contrats d'excellence et toute la merde qui nous est arrivée, depuis l'autonomie des universités, la dévolution de leur patrimoine aux établissements, enfin, c'est cela qui est attaqué fondamentalement. Vous avez maintenant, depuis la loi AESR, la possibilité pour des présidents d'université d'embaucher des gens qui n'ont pas été qualifiés par le CNU. Vous voyez bien que l'enjeu décisif de la lutte de classe, c'est la qualification des personnes. Et donc l'enjeu décisif des retraites, c'est pas de savoir si les comptes à points, c'est plus ou moins de la capitalisation. Si les comptes à points, c'est plus ou moins bon pour le pouvoir d'achat des retraités, qui y perd, qui y gagne. Arrêtons ces erreurs stratégiques. Le compte à points, c'est la réponse capitaliste en 1947, dès 1947, du geste de Croizat de 1946. En 1946, Croizat, les militants communistes de la CGT, puisque les socialistes et les trotskistes sont en train de faire effort, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ne s'occupent pas du régime général, ils s'en foutent. Je le signale au passage et sans polémique, la question n'est pas là, c'est un constat. Hein. C'est un constat. Ils sont tout seuls. Vous voyez, je voudrais bien... C'est comme ça que j'ai annoncé mon topo. Hein. Ce que c'est qu'un récit qui pose sur l'histoire populaire un sarcophage capitaliste, un peu comme le sarcophage qui a été posé sur Tchernobyl. Et je compare cela aux monuments aux morts qui ont été créés après la Première Guerre mondiale. L'histoire sainte qu'on nous raconte, c'est « Il était une fois le Conseil national de la résistance » où des communistes aux gaullistes, dans une... oui, je suis arrivé au bout de mon propos. Des communistes aux gaullistes dans une union avec une CGT de 5 millions d'adhérents, un parti communiste à 30%, une URSS faisant pression sur le capitalisme européen, des patrons déconsidérés par la collaboration. Il a été possible d'instituer un meilleur partage de la valeur,
de piquer sur la partie de la valeur qui va au capital pour l'attribuer au travail dans la sécurité sociale. La sécurité sociale qui serait plus de solidarité par un meilleur partage de la valeur. Cette histoire, c'est une histoire de lutte de classe contre l'histoire populaire. C'est une histoire qui est fausse de bout en bout. En 1945, tout existe. Tout. Vous avez plus de 1000 caisses de sécu. Vous avez 70 000 salariés pour gérer ces caisses. Donc ce n'est pas une institution qui est créée en 1945. C'est une institution qui est créée par le patronat pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et pendant les dernières années du XIXe. Tout existe, absolument tout. Rien n'est créé en 1945. Ce qui va se faire, c'est en 1946. Mais ça, je m'en aperçois. Vous voyez, après 30 ans de travaux de première main, d'accord, hein. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'un chercheur. Hein. Les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Et pour changer nos questions, il faut changer notre rapport à notre objet. Ce n'est pas simplement mieux rendre adéquats nos hypothèses aux phénomènes observés. Ça, c'est utile, mais c'est le b.a.-ba de la recherche. Mais ce n'est pas ça le point central. C'est de changer notre rapport à notre objet. L'histoire sainte, quel est son objectif? C'est d'enfouir sous le sarcophage de « il était une fois la création de la Sécu en 1945 », la subversion de la sécurité sociale qui s'opère en 1946. Cette subversion, c'est précisément de faire passer la qualification du poste à la personne. Et il y a un enjeu tel que dès 1947, un patronat qui n'est pas du tout déconsidéré, enfin, lisez 5 pages de l'Aquarius, qui est la seule qui fasse, qui fasse vraiment parmi les historiens de l'histoire à base d'archives. Enfin, Vievorka a pu faire un bouquin sur la résistance, le bouquin cher Mancola, le bouquin officiel sur la résistance. Il n'y a pas d'archives, il y a les mémoires. Enfin, aucun historien ne font des trucs sérieux sur les mémoires des acteurs. Bon, donc nous ne pouvons pas tolérer, encore une fois, que des institutions aussi décisives que la sécurité sociale fassent l'objet d'une histoire sainte, aussi peu validée scientifiquement. Mais même cette validation scientifique, elle est compliquée, parce que, encore une fois, tant qu'on pose le capitalisme comme une structure qui génère des victimes, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire. Que les travailleurs peuvent de temps en temps avoir des rapports de force favorables, par exemple en 1945, ou enfin toute la saga que je viens de raconter, d'accord, mais que ça, c'est pas reproductible, qu'aujourd'hui on a bien du mal, enfin, etc., etc. Vous connaissez tout le laïus pleurnichard de nos organisations. Qui repose sur la cécité, sur la capacité révolutionnaire. Hein, tout le bouquin que nous avons fait avec Lordon au premier semestre de cette année, qui est sorti là en octobre dernier, c'est là-dessus. C'est sortir nos organisations collectives et notre militance traditionnelle de sa cécité sur l'histoire populaire. Mettre un qualificatif sur des mots que nous utilisons de façon essentialisée sans les qualifier. La valeur, le travail, le salaire. Et on les identifie au capitalisme, par-dessus le marché. Ce qui fait que nous n'avons plus aucun tremplin pour agir. Non, il y a une classe révolutionnaire qui est en capacité d'instituer un salaire communiste, un statut communiste du travailleur, une sécurité sociale du soi communiste, on pourra en parler si ça vous intéresse, etc. Moi, j'ai dû changer complètement mon attitude de chercheur. J'étais jusque-là quelqu'un qui était en sciences sociales critiques. Quelle est la pose du chercheur? C'est un type qui gagne au grattage et au tirage. Hein. Ça, c'est le jackpot. Hein. Il écrit le discours officiel. Hein. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. La seule classe pour soi, c'est la bourgeoisie.
le capitalisme c'est dégueulasse, et c'est l'histoire dont la bourgeoisie a besoin, hein. Il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas. On croit qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Ah si, la commune, le Rojava, vous voyez, très lointain dans le temps ou dans la géographie. Voilà. Ah oui, là-bas, oui, peut-être, oui. Ici, chez nous, ah non, non, non. Ah ben non. Non, non, il y a des démocraties avancées, il y a je sais pas quoi, quelques avancées démocratiques de temps en temps, mais il n'y a pas de révolution. Ah non, non, c'est pour plus tard. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, gagner les présidentielles, je sais pas quoi, enfin des conneries de ce genre. Puis après on fera le socialisme, on fera le communisme. Enfin, nous avons voulu, Frédéric et moi, mettre le mot communiste sur la table de l'aujourd'hui et maintenant. Pas pour demain, pas pour après-demain, après le socialisme, après la prise du pouvoir d'État, aujourd'hui. Et d'abord, parce qu'il y a un déjà là, parce que le communisme, il est déjà institué dans des prémices, dans nos sociétés. Donc, moi j'étais un chercheur en sciences sociales absolument classique. C'est-à-dire un type qui est solidaire des victimes. Ça, c'est au tirage, c'est solidaire des victimes. Au grattage, ça c'est le dimanche. Hein. Et puis la semaine, bah, t'écris l'histoire officielle. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Et là, tu fais carrière. Donc, sortir de ça, vous savez, c'est très confortable. Vous savez, c'est très confortable d'écrire le discours dont la classe dirigeante a besoin, tout en étant solidaire des victimes. C'est un confort inouï. S'en sortir, c'est compliqué. C'est ce que j'ai essayé de faire. Concernant les conventions collectives et le statut du salarié, est-ce que c'est une histoire spécifique liée à la suite de la Révolution française? Est-ce qu'on la trouve dans les pays dits de l'Est qui étaient prétendument communistes? Est-ce que c'est lié vraiment spécifiquement à l'histoire sociale et des conventions collectives ont-elles eu une expansion dans d'autres pays et reconnue par les travailleurs ou les syndicats? Merci. Mais beaucoup plus simple. On suit dans l'histoire être un outil de travail, être en aide de besoin, vers la qualification en tant que personne et vers la valeur de l'individu. Est-ce qu'on peut réfléchir un peu sur ce qui est donner de l'argent, et justement je ne peux pas préciser mieux, donner de l'argent à un individu parce qu'il existe? Merci beaucoup. Sur l'invention de la convention collective, là on est dans ce qu'on appelle l'Europe bismarckienne. Hein. L'Europe bismarckienne, c'est-à-dire l'Europe des six au départ, hein, avant qu'arrivent les pays de type anglo-saxon, comme on dit. Donc c'est pas propre à la France. Hein. Si tu prends l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, tu vas avoir des configurations assez proches dans lesquelles le salaire est socialisé. Hein. L'impôt intervient assez peu, hein, c'est une socialisation du salaire qui permet d'affirmer la qualification du poste. Ça repose sur un syndicalisme qui n'est pas centré sur l'entreprise, hein, mais sur la branche ou sur l'interprofessionnel. Tu vas avoir en revanche... Et donc c'est à partir de ça que notre construction du communisme se construit. Mais tous les pays capitalistes, de toute façon, sont dotés d'une classe révolutionnaire en train d'opérer le passage à la suite. Hein. La suite qui n'est pas la fin des temps. Hein. C'est pas, je n'adhère pas à la religion communiste, hein, du paradis sur terre. Tout ça, pour moi, c'est de la blague. Hein. Il y aura un après le communisme. Hein. C'est un mode de production qui va bouger lui-même, qui sera lui-même marqué par la lutte de classe et qui enfin, c'est pas la fin de l'histoire, tout ça, bien sûr. Hein.
Mais dans les pays capitalistes de type l'Angleterre, par exemple, où on insyndicalise beaucoup plus d'entreprises, tu vas avoir un autre dispositif qui est beaucoup plus de régime d'entreprise, disons, hein, et d'un dispositif fiscal assuré par l'État, par exemple en matière de santé. Hein. C'est pas du tout une socialisation du salaire qui assure les besoins de santé, c'est un dispositif payé par l'impôt. Enfin, il y a une cotisation, mais enfin, c'est largement géré par l'État. Mais là aussi, qui est un prémisse du communisme. Tous les pays capitalistes vont au communisme chacun à leur façon, de même que les pays féodaux sont allés au capitalisme par des voies diverses. Il y a des traits communs, mais il y a des voies qui sont quand même diverses. Alors, sur la question valeur de la personne et revenu d'existence, bah ça, je fais du teasing pour ce soir, c'est l'objet de ce soir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut attacher à la personne, hein? Est-ce qu'il faut attacher un revenu, hein? Est-ce qu'il faut lui attacher un contrat de travail? Ou est-ce qu'il faut lui attacher une qualification? Ça, c'est une question d'actualité, hein, puisque si vous prenez les programmes des présidentielles, vous avez au moins 2 candidats à la présidentielle qui proposent d'attacher le contrat de travail aux personnes. Hein. Si vous prenez Fabien Roussel, hein, il s'agit que tout le monde ait un contrat, hein, soit il est dans l'emploi, soit il est en formation. Hein. Mais il y a une continuité des ressources qui sont assurées par le fait qu'il y a toujours contrat. Et puis vous avez la France Insoumise, hein, qui propose l'État employeur en dernier ressort. Hein, et donc, quelqu'un qui n'a pas un contrat avec une entreprise privée, ben, elle a un contrat avec une collectivité publique. On va assurer la pérennité des ressources par un contrat. Ou alors vous avez les propositions de revenu d'existence, d'accord, hein, où on assure un revenu, un niveau de revenu à la personne. Et puis vous avez ce que je préconise, hein, qui n'est ni cela ni cela, hein, parce que tout ça, soit le revenu d'existence, nous sommes là dans la proposition capitaliste par excellence, hein, si nous voulons que chacun ne soit reconnu que par intermittence comme travailleur, à la mesure de la validation sociale de son activité. On introduit une insécurité absolue, qu'il faut rendre politiquement viable en assurant un filet de sécurité universel à tout le monde. Le projet capitaliste d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle, ou même le salaire à la qualification, pour généraliser un revenu contributif, suppose un revenu de base universel. Le revenu de base universel, c'est un des 2 piliers des ressources telles que le capitalisme la préconise. Hein. Ça, c'est la Banque mondiale qui a théorisé ça dans un ouvrage Advertising, je ne sais plus, Advertising the Social Crisis, non, The Old Age Crisis, c'est ça, oui. En 1994, l'Union européenne a repris ça dans la stratégie européenne de l'emploi en 1997. Le projet capitaliste, c'est que nous soyons tous titulaires de 2 piliers de ressources. Hein. Un pilier universel, financé par l'impôt. C'est à ça que sert la CSG. Hein. La CSG, c'est créer un pilier universel financé par l'impôt. Et un pilier contributif lié à la validation sociale de notre activité ici et maintenant. C'est par ce projet-là, hein, d'instituer le droit à 2 piliers de ressources qui se traduisent dans le vocabulaire de Macron en un compte personnel d'activité, ça c'est la partie contributive, hein, qui additionne tous les comptes personnels que négocie la CFDT avec le patronat chaque fois qu'ils se rencontrent, et puis un revenu universel d'activité, hein, qui est les prémices d'un revenu universel de base. Ça, c'est la proposition proprement capitaliste. La proposition
de cette gauche qui est aveugle. Je suis membre du Parti communiste moi-même, hein, donc je rends hommage au Parti communiste, mais il est d'une infidélité absolue à ce qu'il a su faire dans le passé. Aujourd'hui, le propre de cette gauche qui est aveugle sur les conquêtes révolutionnaires, c'est de revenir à l'emploi. C'est-à-dire à cette première conquête de la CGT, hein, qualifier les postes de travail. Et en disant, on va qualifier les postes, mais tout le monde aura un poste. Voilà. Si ce n'est pas dans l'emploi, ce sera dans la formation. Ça, c'est les communistes. Si ce n'est pas dans le privé, ce sera dans le public. Ça, c'est FI. Vous voyez que les personnes ne sont toujours pas reconnues comme des travailleuses. On ne l'est qu'à la mesure d'un contrat. C'est la médiation du contrat. Et ça nous laisse sous la dépendance de l'entreprise, totalement. Ou du lieu de travail, du lieu avec lequel on a passé contrat. Et vous voyez quel recul c'est par rapport à la fonction publique, où il n'y a pas de contrat précisément, où il y a une qualification de la personne. Donc non, ni revenu de base, ni droit de la personne au contrat, mais droit de la personne à la qualification. C'est ça l'enjeu sur lequel je reviendrai ce soir. La première question, elle est de Denis Dupré. Et je pense que vous avez déjà un peu commencé à répondre, mais il demandait pourquoi un salaire à la qualification et non un salaire égal pour tous, comme selon la proposition de Castoriadis, avec un travail pour tous. Et les questions suivantes, elle interroge sur si tout le monde touche un salaire à hauteur de sa qualification, mais sans contrainte de rien produire, est-ce que ça ne va pas faire qu'il y ait du pouvoir d'achat qui permette de rien acheter ? Il s'interroge aussi sur les autodidactes qui refusent le formatage scolaire et le consentement socio-culturel du diplôme. Sur le dernier point, là il y a confusion entre qualification et certification. Hein. Lorsque l'on dit proposer une qualification pour tous, c'est avaliser la méritocratie scolaire, c'est que l'on confond qualification et certification. En aucun cas, la qualification n'est la photocopie de la certification. Il peut y avoir des exigences de certification pour qualifier. Moi, je préfère quand même qu'un Toubib, il ait un diplôme de Toubib. Je le préfère, très franchement. Mais, en aucun cas, ça ne fonde la qualification. La qualification, elle est fondée sur l'expérience professionnelle, sur ce qui fonde notre capacité à produire de la valeur, à faire du travail productif. Hein. Donc, en aucun cas, la qualification, si toutefois on ne revendique pas que, par exemple, comme je le trouve dans certains syndicats, on revendique « si j'ai bac plus 3, alors j'ai droit à tel niveau de qualification. Si j'ai bac plus 4, j'ai droit à tel niveau. » Non, non, ça c'est précisément naturaliser la méritocratie scolaire. Dont on sait combien elle fait l'impasse sur les conditionnements sociaux de l'obtention des diplômes. Donc là, je crois qu'il y a une confusion hein, dans la troisième partie de la question. Sur le pouvoir d'achat des sans producteurs, oui, bon bah écoutez, là, c'est plutôt une objection de droite, excusez-moi, mais s'il y a plus c'était l'argument des esclavagistes dans la guerre de sécession, s'il n'y a plus le fouet de l'esclavage, est-ce que les gens vont bosser? Enfin, s'il n'y a plus le fouet du marché du travail, est-ce que je vais bosser hein? C'est une vision anthropologique que je trouve extrêmement marquée par le récit capitaliste. Hein? Il faut que les gens aient la trouille pour bosser. Et on se comprend. Hein? Si nous ne sommes pas maîtres du travail, évidemment qu'il faut qu'on ait la trouille pour bosser. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que le capitaliste ne définit comme travailleur que celui qui est en train de faire ce qui est validé comme productif. Et c'est pour ça qu'il va parler d'anciens travailleurs pour les retraités, de futurs travailleurs pour les jeunes. Enfin, on ne supprimera pas l'insertion tant qu'on ne supprimera pas la retraite. Hein. J'espère bien me faire comprendre. La retraite, non pas
comme droit au salaire, qui a conservé aussi son salaire pendant le confinement? Les retraités. Hein. Pourquoi? Parce que précisément c'est un attribut de la personne. Donc moi je suis pour la retraite à 50 ans, hein. C'est beaucoup trop tard, 60. C'est-à-dire à partir du moment où notre rapport au marché du travail devient complètement merdique. Si on est licencié à 50 ans, on ne retrouvera jamais un boulot aussi qualifié, c'est impossible. Statistiquement c'est invérifiable, invérifié je veux dire. Donc enfin, c'est parfaitement vérifié statistiquement, je vais finir par arriver à dire ce que je veux dire. Mais la retraite en tant que fin du travail, là, nous sommes dans la totale adhésion à l'idéologie capitaliste. Hein. Le travail, c'est de la merde. Ben, c'est de la merde par définition. Donc l'enjeu, c'est de travailler pour plus avoir à travailler. C'est ça, la définition du travail dans le capitalisme, c'est « je travaille pour ne plus avoir à travailler ». Regardez comment la classe dirigeante a laissé se répandre cette étymologie complètement absurde de travail. Tripalium, instrument de torture, une étymologie à la mort moelle-neu, hein. Une étymologie entièrement fausse. Hein. L'étymologie de travail, c'est plutôt ce qu'on retrouve dans l'anglais travel, hein, c'est-à-dire se déplacer en franchissant un obstacle. C'est beau, je trouve, se déplacer en franchissant un obstacle. Tout y est, je trouve, dans le travail. C'est ça l'étymologie du travail. Pourquoi la classe dirigeante a laissé se répandre ce truc complètement, le travail, c'est... Mais parce que, comme ce qu'elle fait du travail, c'est de la merde, oui, ben, il faut que nous naturalisions le fait que le travail, c'est de la merde. Et qu'un retraité, ouf, il n'a plus à travailler. Mais vous voyez la mutilation anthropologique qui a confiné des personnes de 60 ans à leur mort dans l'improductivité. La valeur anthropologique du travail, ça n'est pas que le fait que l'on produit des choses utiles. C'est qu'on produit des choses utiles socialement, deux, que l'on contribue à la production de valeur. Qu'on n'est pas que dans l'utilité sociale. Tout le féminisme s'est construit contre la définition des femmes comme des personnes utiles socialement, mais niées comme productives. Or, qu'est-ce que nous faisons avec les retraités? Nous les exaltons comme utiles socialement, mais nous les nions comme producteurs. Mais dire que quelqu'un est producteur, donc c'est une amputation. Hein. Moi, je m'estime amputé comme retraité. Et pourtant, je suis un retraité fonction publique, ayant une carrière complète, donc parti avec mon meilleur salaire, etc., parce que j'avais 5 gamins par ailleurs, etc., etc. Donc tout ça, je suis dans la situation intellectuelle de pouvoir continuer mon boulot, je suis dans la meilleure situation, et pourtant je vis, mais douloureusement, le fait de ne plus recevoir le courrier de mon université, le fait de... etc., etc., etc. Je suis plus dans le coup. Je suis invité à être bénévole, à faire du soutien scolaire, faire de la merde, quoi. Mais bénévole. Donc, cette amputation-là, non, j'arrête sur l'amputation. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que identifier nécessité du fouet et travail, c'est être complètement victime de l'idéologie capitaliste. Hein. Il y a une vertu anthropologique du travail, y compris à sa dimension productive, qui fait que je n'ai aucun souci sur ce que deviendra la production lorsque chacun sera titulaire d'une qualification. Aucun souci. La première chose, c'était travail pour tous. Est-ce que vous pouvez rappeler exactement la formulation? C'était pourquoi un salaire à la qualification et non un salaire égal pour tous avec un travail pour tous? Alors, l'objection a sens, fait sens, hein, je trouve. Si la qualification devient un droit politique, hein, si à 18 ans, tout le monde est qualifié, c'est-à-dire tout le monde est posé comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur. Pas simplement posé comme utile socialement. Hein.
mais posés comme contribuant à la production, en capacité de et en responsabilité de produire de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en produire tout le temps. Il faut que tout dans notre vie ne doit pas dépendre de la valeur économique. C'est fondamental qu'une partie de nos activités, une partie fondamentale des activités ne soit pas du travail. C'est absolument fondamental. Mais il faut que nous soyons, alors même que nous ne sommes pas en permanence en train de travailler, et ça c'est décisif qu'on ne soit pas en permanence en train de travailler, il faut que nous soyons en permanence reconnus comme travailleurs. C'est ça la distinction qu'il faut bien faire. Ma reconnaissance comme travailleur, elle doit être permanente, alors que ma reconnaissance comme en train de travailler, elle est forcément intermittente. Et c'est bon qu'elle le soit. Est-ce que ça appelle cela le fait que nous ayons tous la même qualification? En soi, oui. Si nous reconnaissons que tous les citoyens sont en capacité d'eux et en responsabilité d'eux décider de la politique du pays, ben, il y a un seul droit de vote. Il n'y a pas des droits de vote avec des parts plus ou moins grandes selon je ne sais pas quoi, selon le mérite. Donc j'entends totalement l'objection. Je l'entends et pourtant je réponds oui à la hiérarchie des salaires. Ça fait partie des contradictions du communisme, ça, à mon avis, qui fait que ce n'est pas la fin de l'histoire du tout. Mais je ne sais pas ce que ce sera après, puis je m'en fous éperdument pour le coup. La hiérarchie des salaires, dans un rapport de 1 à 3, je précise que la préconisation qu'on a à Réseau Salariat, c'est 1700 balles pour tout le monde à 18 ans, c'est le SMIC revendiqué, 1700 balles pour tout le monde, comme droit imprescriptible, d'accord, et possibilité de passer les épreuves de qualification, pas de certification, de qualification, j'insiste, qui relève de l'expérience au travail, pas du tout du savoir-faire scolaire. D'aller jusqu'à 5 000 €, un maximum, une rémunération maximale de 5 000 €. Ce n'est pas le 1 à 20 que préconise mon parti ou que préconise EFI. 1 à 20, non. Poser des gens comme 20 fois plus productifs que d'autres, ça n'a pas de sens. Déjà 3, c'est déjà beaucoup. Alors pourquoi 3, cela dit? Parce que c'est l'écart interdécile, parce que, encore une fois, moi je ne suis pas un réformateur social, j'essaye de tirer tout le communisme déjà là, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon. L'écart interdécile dans la fonction publique, c'est-à-dire entre le salaire moyen des 10% les moins payés et des 10% les mieux payés, il est de 1 à 3. Dans les conventions collectives les mieux négociées, il est de 1 à 3 aussi. Bon, ce que je préconise, c'est que l'écart interdécile devienne l'écart entre les salaires réels, pas simplement interdécile. Bon. Et que personne ne puisse gagner plus de 3 fois que d'autres. Bien. Pourquoi le maintenir? Alors que c'est contradictoire avec la qualification comme droit politique. Mais je pense que le communisme, c'est un mode de production contradictoire. Il faut assumer les contradictions. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du tout certains que les trajectoires personnelles aboutissent dans leur déroulé spontané à la satisfaction des besoins sociaux. On n'est pas certain qu'il y aura du monde de nuit pour faire des urgences à l'hôpital, c'est pas sûr tout ça. Donc il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie des salaires qui permette de s'assurer que des besoins sociaux qui ne peuvent être assumés que par du travail vivant le seront effectivement, y compris s'ils sont peu désirés spontanément. La deuxième chose, là renvoie à une vision tragique de l'humanité. Moi, je pense que je ne suis pas du tout pour une anthropologie enchantée. Et là, on se rejoint tout à fait avec Lordon. Il y a de la violence. Cette violence, croire à une société sans violence, pour moi, c'est de la blague, c'est mortifère, c'est dangereux, parce que ça nous fait ne pas nous soucier de l'institution de la gestion de la violence. Il faut instituer la gestion de la violence. Et la monnaie est une bonne institution de la gestion de la violence, parce qu'elle objective les rapports sociaux. La monnaie est une bonne institution de gestion
de la violence domestique, par exemple. La monnaie, c'est le meilleur et le pire, hein, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui exprime la violence et qui la gère. Voilà les deux raisons de mon adhésion à une hiérarchie des salaires. Travail pour tous, non. Vous comprenez que ça, le premier droit de la personne, ce n'est pas le travail. Le premier droit de la personne, c'est la souveraineté sur le travail. C'est tout à fait différent. Pourquoi est-ce que je suis contre l'attribution à tout le monde d'un contrat de travail? Parce que ça ne garantit pas du tout qu'il sera souverain. Le travail a une vertu anthropologique pour autant que nous sommes souverains sur le travail. Sinon, l'esclavagisme est une magnifique façon. Tout le monde est au travail. Ah bah oui, mais tout le monde est au boulot. Ça oui, d'accord. Non, pas travail pour tous. Souveraineté sur le travail pour tous, oui. Et ça suppose un attribut des personnes. C'est pour ça que je suis absolument contre le plein emploi. En espérant me faire comprendre. Je ne dis pas ça pour disqualifier les positions syndicales et dire « Ah, toi, t'es quoi, tout le monde chômeur, c'est ça ton truc ?» Enfin, arrêtons de caricaturer ce que je raconte, d'accord? La CGT a construit mieux que l'emploi. L'emploi, c'est quand c'est le poste qui est le support de la qualification. C'est les foutus CDI qui arrivent à l'INRIA. Elle a créé la qualification personnelle. Et ça doit devenir le statut de tous, sans exception. D'accord. Non, mais elles sont de toute façon massives. Donc effectivement, Marx a un vocabulaire qu'on a souvent réduit à 2 alors qu'il était à 3. Hein. Marx, on a souvent réduit Marx à valeur d'échange et valeur d'usage, alors que Marx, il y a valeur d'échange, valeur d'usage. Et je mets valeur économique. Hein. Donc, expliquons-nous là-dessus. Il y a 2 points qui rendent cette question à la fois centrale et compliquée. Peut-être que je continuerai ce soir à élaborer là-dessus à la maison du tourisme. D'une part, il faut tenir fermement la nécessité d'une valeur à côté de la valeur d'usage. Faire société, ça n'est pas additionner des valeurs d'usage. Ça n'est pas additionner du travail concret qui produit des valeurs d'usage. Là, nous sommes dans le paradis communiste, d'une société d'abondance dans laquelle chacun contribue selon ses moyens, reçoit selon ses besoins, et pêcheur le matin et poète le soir. Stop, il faut arrêter ces conneries. Le communisme, ce n'est pas le remplacement de la valeur d'échange par la valeur d'usage. La valeur dans le capitalisme, c'est comme toute chose, la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce que la force du mode de production capitaliste, c'est qu'il abstrait le travail productif, qu'on va distinguer de l'activité, le travail en tant qu'il produit de la valeur économique, qu'on va distinguer du travail en tant qu'il produit de la valeur d'usage. Il abstrait cette portion-là de l'activité qui est productive et qui est présente dans toute société. Les sociétés ne se construisent pas sur l'addition de l'utilité sociale de ce qui est produit par la réaction ici et maintenant de chacun à son environnement sensible.
on va appeler ça l'activité, où des collectifs, des groupes réagissent à leur environnement immédiat par une activité raisonnée de rapport au reste du vivant et à la nature. Ça, c'est l'activité. On ne fait pas société comme ça. Parce que pour faire de l'INRIA, il faut autre chose. Et l'INRIA n'est pas une mauvaise chose. Il faut autre chose que l'addition de nos réactions individuelles par du travail concret. Il faut une mobilisation à l'échelle mondiale de données scientifiques, de données technologiques, de données organisationnelles. Et ça, c'est du travail qui produit de la valeur. Et le capitalisme, il a sorti le travail en tant que producteur de valeur de la gangue religieuse dans laquelle il était inscrit dans les sociétés avant, religieuse ou clanique, ou soumission au prince. Alors en soumission au prince, on faisait des pyramides. La pyramide, ce n'est pas l'addition d'activités. Il a bien fallu une mobilisation spécifique. Mais ça, c'était la soumission à la religion, au prince, ou je ne sais pas quoi. Le capitalisme, c'est ça sa force. C'est pour cela que tous les pays passent par le capitalisme un jour ou l'autre. C'est qu'il laïcise cette affaire. Il la sort de sa gangue clanique ou princière ou je ne sais pas quoi. Il en fait un projet spécifique. Il désencastre, pour reprendre un vocabulaire paulanien, le travail. Et ça, c'est un progrès fulgurant. Le capitalisme, il invente le travail. Non pas au sens où il inventerait le fait qu'une partie de nos activités sont productives, mais où il autonomise cette activité. Et il le fait pour le pire. Ce qui nous emmène aujourd'hui à une impasse dont maintenant nous avons tous conscience. Il le fait pour produire de la valeur, point, sous forme de valeur d'échange. Le programme communiste n'est pas d'abandonner le travail. Le programme communiste est de produire une valeur communiste. C'est-à-dire de mobiliser une partie de nos activités, pas tout, encore une fois, beaucoup de nos activités doivent rester en dehors de la valeur. De mobiliser une partie de nos activités pour répondre à notre vocation d'espèce humaine. Je pense que nous avons une vocation spécifique. Je le dis en ayant pleine conscience de l'importance de l'irruption aujourd'hui dans nos réflexions, du fait que nous sommes totalement solidaires et dépendants du reste du vivant, totalement solidaires et dépendants du reste de la nature. Mais ça n'ôte pas notre spécificité d'espèce humaine. Et nous serions, parce que nous sommes l'espèce qui a la capacité de rapport réflexif au reste du vivant et de la nature inouïe, absolument inouïe. Nous ne sommes pas dans un monde fini auquel nous devrions nous adapter. Ça, c'est l'éloge de l'activité. L'éloge du travail, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes dans un monde dont nous ne pouvons pas donner les limites. Parce que notre rapport réflexif au reste des vivants et à la nature, nous ne pouvons pas décider à l'avance de sa limite. Et nous avons en particulier une vocation de déjouer la sélection naturelle. C'est une vocation inouïe. Donc il y a bien valeur, et cette valeur, elle ne s'identifie pas à la valeur d'échange. C'est ça le point central. Nous pouvons avoir comme programme la valeur communiste. Alors ensuite, comment, Bernard, tu définis la valeur communiste? Je ne sais pas, d'accord? Mais parce que nous sommes tous au boulot, là. Il faut qu'on s'y mette tous. Hein. Être et faire. Mon éloge, c'est pas tous bourgeois, je suis d'accord. Mais en même temps, mais là, je m'embarque dans un truc auquel je n'ai jamais réfléchi. Est-ce que tel que vous formulez votre question,
Donc je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais tant pis, c'est l'intérêt de l'oral, hein, c'est qu'on s'autorise n'importe quoi. Et puis après on corrige, mais bon. Ce que je viens de dire, c'est quand même l'éloge du faire, je pense. Hein. Lorsque je dis notre vocation d'espèce humaine, c'est de déjouer la sélection naturelle, il me semble que nous sommes bien là dans l'éloge du faire. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que faire ne sert à rien. Tout mon boulot repose sur la valeur anthropologique du travail dans sa dimension concrète et abstrait, et productif. Bon. La question, c'est est-ce que je suis défini en tant que personne par ce que je fais en ce moment? Non, non, non. C'est ça le point. Hein. Une chose est de nous inscrire chacun dans une espèce humaine qui a une vocation de faire collectivement, mais de n'être reconnu individuellement qu'à la mesure de ce que je fais individuellement. Non, sûrement pas. Il s'agit que mon statut politique, et donc anthropologique, ne dépende pas de la mesure de ce que je fais individuellement. Alors je ne sais pas si ce que je raconte est clair, mais... Alors, quand je dis n'en dépendent pas, c'est là qu'arrive la hiérarchie des salaires. Ce n'est pas tout à fait vrai dans ce que je raconte, puisqu'il y a une hiérarchie des salaires. Et que cette hiérarchie des salaires, elle repose forcément sur une évaluation de ce que j'ai fait. Mais de ce que j'ai fait. Les épreuves de qualification, s'il y a un rapport de 1 à 3, on en aura 2 ou 3 au cours de sa vie. Pas plus. Pour changer de qualification. Ce sera donc l'évaluation de ce que j'ai fait dans les 20 années précédentes. Ça ne va pas être l'évaluation ici et maintenant de ce que je suis en train de faire, qui est la source d'un mensonge collectif énorme. Personne n'a envie, évidemment, d'être disqualifié par la mesure de ce qu'il est en train de faire. Donc il va mentir sur ce qu'il fait, évidemment. L'entreprise capitaliste, c'est le mensonge généralisé. Personne n'est assez fou pour se faire harakiri en disant ce qu'il fait. Elle ne s'inverse pas. Pardon ? Quand on est à 3, on ne revient pas à 1 si des choses se passaient. La hiérarchie, elle ne décline jamais. Elle évolue de 1 à 3. Elle ne redescend pas. Ah, tu veux dire que tu ne reviens pas à 1700 balles, si tu as commencé à 1700 balles et que tu es arrivé à 5000, tu ne reviens pas à 1700. Oui, alors ça pose d'autres problèmes. Hein, ça a un problème de gérontocratie. Pourquoi est-ce que les vieux gagnent plus que les jeunes? Tout ça, c'est des vraies questions. Hein. Je suis incapable d'y répondre. Mais encore une fois, c'est à nous de répondre à tout ça, c'est pas à moi. Hein. C'est notre vie collective qui va assumer tout ça. Hein. Moi, j'essaye de tirer ce que je peux tirer de mon travail d'observation du salaire et de la sécurité sociale au cours du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est fait, hein, et qu'est-ce qui peut être projeté raisonnablement dans un avenir jouable, hein, c'est tout. Je ne peux rien dire de plus. Ouais, il y a 2 questions de plus. Donc, la première, c'est qu'est-ce que vous pensez de la grille de lecture de Jean-Marc Jancovici? Est-ce que vous pouvez nous parler d'énergie et de thermodynamique? Tout de suite, ma réponse est non. Voilà. Excusez-moi, mais ça, en plus, j'ai appris comme chercheur à ne parler que de mon objet de travail. C'est ce qu'on apprend tous. Hein. On devient prudent, surtout quand on a un micro. Hein. Donc, à table, si vous voulez, je peux vous dire des Tischreden, mais tout ça est sans intérêt. Et deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'occasion d'une constituante pour rebattre les cartes et d'utiliser sa production de pensée? Alors effectivement, hein, nous avons dans les réflexions actuelles de sortie du capitalisme le fait d'avoir également d'autres institutions politiques. Et en particulier de redonner la main
aux citoyens. En termes d'institutions politiques, chacun sait que la Constitution de 93, qui est une constitution relativement démocratique, 1793, a été combattue férocement, d'abord par le Directoire, puis le Consulat, et finalement anéanti complètement par l'Empire. Et donc, le système représentatif tel qu'il se crée est un système fondamentalement antidémocratique. Donc, qu'il faille que nous passions à autre chose, j'en suis absolument convaincu. On essaye, par exemple, à Réseau Salariat, de fonctionner de façon totalement différente du milieu associatif. On est une association qui, formellement, pour les déclarations en préfecture, respecte le truc, mais qui n'a ni CA, ni assemblée générale, ni président, ni trésorier, ni rien de tout cela. C'est des fonctions tournantes qui se font. Enfin, on essaye d'inventer d'autres formalités de fonctionnement démocratique. Mais je vais en rester là parce que ce n'est pas l'objet de ma recherche et donc je ne sais pas répondre à ces questions. Merci beaucoup pour la conférence. Merci aussi là de parler un peu des possibilités révolutionnaires qu'il y a déjà dans cette société. Je trouve ça toujours intéressant. Moi, il y avait un truc que vous avez dit qui m'a un peu posé question. Vous avez dit à un moment que l'enjeu décisif de la lutte des classes, c'était la qualification des personnes. Et c'est un truc que j'ai pas très très bien compris, c'est que le salaire communiste dont vous parlez, alors bon, même s'il est communiste, il reste quand même versé dans une société qui est, elle, capitaliste, c'est-à-dire versé par des institutions, la sécurité sociale, qui sont quand même des institutions financées par des salaires, et ce, quand même depuis leur création. C'est-à-dire en fait des institutions qui ne sont pas financées par des profits et qui sont gérées aussi depuis leur création d'ailleurs par des représentants du patronat, puisque dès le début, il y avait, je crois, un quart des représentants au conseil d'administration de la Sécu qui étaient, alors je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais des syndicats patronaux. Est-ce que, du coup, ma question, c'est un peu ça, c'est est-ce que le risque de ce récit, là, du salaire communiste, c'est pas un peu d'occulter le fait que ça a été une institution qui a été obtenue sans remettre en cause, du coup, cette propriété privée, là, des moyens de production, sans remettre en cause le profit. Et même, d'ailleurs, je crois, après, ça, c'est mes cours d'histoire, mais je crois que c'était c'était le pacte de la sortie de la guerre. Ils étaient, je pense, très conscients, la direction du Parti communiste, de la CGT, de ce qu'ils faisaient. Et donc, voilà, de ces institutions-là, avec la nationalisation des charbonnages, d'EDF, avec des administrateurs CGT, etc. En échange, quand même, c'était le truc de produire. Il y en a d'autres, des phrases un peu connues. Il y a la grève, c'est l'arme des trusts de Torres. Bon, la paix sociale, en fait, en vérité, à ce moment-là. Bon, après, mais c'était un peu ça ma question, et qui mettait aussi d'ailleurs le PCF dans une situation un peu intenable, qui était aussi justement de se présenter face aux travailleurs en France comme un peu les garants de cet ordre-là, les garants de cette paix, en fait, les garants de la reconstruction de la France sur des bases capitalistes, avec des promesses effectivement qui s'apparentaient à une amélioration, enfin qui était une véritable amélioration des conditions de vie. Enfin, c'était une situation intenable d'ailleurs. Bon, ils ont démissionné, ils ont dû quitter le gouvernement en 1947. Après une grève chez Renault de mémoire. Mais du coup, c'était un peu ça ma question. Est-ce que c'est pas un peu le risque-là dans ce récit-là du salaire communiste ? Tout mon travail est construit contre votre récit. Et donc, merci de l'amener. Heureusement qu'il n'y a pas de taxe sur les profits, parce que taxer les profits, c'est les légitimer. Si les créateurs du régime général veillent à ce que la cotisation ait comme assiette les salaires, c'est pour qu'il n'y ait pas d'assiette du côté de la propriété, précisément. Pour que le régime ne dépende pas de la bonne santé des propriétaires. Taxer le profit, c'est le légitimer. Et toute proposition de financement de la Sécu par une taxation du profit est réactionnaire. Je le dis, membre d'un parti qui le préconise. Mais il n'y a pas que lui.
FI aussi, le NPA aussi, enfin tous les communistes d'aujourd'hui sont organisés autour de la taxation du profit. Il ne s'agit pas de taxer le profit, il s'agit de le faire disparaître. Et là, je suis en désaccord total avec vous. Le régime général, il a généré... Alors, vous dites gestion par le patronat, non remise en cause de la propriété privée parce qu'il y a Yalta. Vous avez parlé de pacte, alors c'est peut-être le pacte, le compromis institutionnalisé des régulationnistes, je ne sais pas ce que vous entendez par pacte. CNR. Voilà, le CNR, enfin toute cette histoire pieuse dont je montre dans mes bouquins que c'est une histoire inexistante, tout simplement. Hein. Encore une fois, quand j'étais gamin, début des années 50, le 11 novembre, je raconte, parce que maintenant c'est devenu éclatant pour moi cette affaire. Le 11 novembre, en surplis, hein, les gamins, les enfants de chœur, ils avaient un truc rouge et puis un surplis blanc, voilà. On sortait de la messe, il y avait une messe le 11 novembre, auquel les enfants des écoles étaient là. Le maire et le curé sortaient en tête, tous les gens du village étaient là, on était en début des années 50, donc c'était encore proche, 14, d'accord. Beaucoup de gens avaient au cimetière des gens qui avaient été tués pendant la guerre, et on allait au monument aux morts. Et au monument aux morts, le maire donnait tous les noms des suppliciés de 14-18, et tout le monde répondait « Mort pour la France ». Mon père, qui était instit, c'était des petits patelins, donc c'était classe unique, refusait que les enfants des écoles chantent la Marseillaise le 11 novembre. Mais il ne m'expliquait pas pourquoi. Je voyais bien qu'il y avait un truc dans cette affaire, hein, mais je l'ai vraiment compris qu'en 2003, lorsque j'ai compris que l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est pas de passer à la capitalisation, hein, c'est de faire une répartition capitaliste. J'ai cotisé, j'ai droit. Le retraité est un ancien travailleur qui a droit à la solidarité intergénérationnelle. Enfin, toutes ces merdes intellectuelles. Et qui m'ont fait comprendre le récit du CNR. Et cette merde intellectuelle du récit du CNR. Je voyais bien qu'il y avait un truc. Hein. Je voyais bien que tout ça, et tous les boulevards Joffre, Foch, et tous les défilés militaires du 11 novembre, toute cette merde-là, était une merde révisionniste, hein, pour s'opposer au courant révolutionnaire qui s'affirme à partir de 1916 en France, qui était complètement enseveli sous le sarcophage des monuments aux morts pour la France. Alors qu'en 1916, tous les troufions savent qu'ils meurent pour le capital. Quand on a, j'oublie son nom d'historien, qui a fait tout un travail sur les films de l'époque. Hein. Mais il y a une haine des troufions pour la guerre. C'est pour ça que Pétain décime, etc. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Pourquoi est-ce que la SFIO se transforme en parti communiste en 1920 ? C'est pas à cause de la Troisième Internationale dont tout le monde se fout. Il y a des anards dans le Parti communiste de 1920. C'est parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire dans ce pays et qu'il faut le faire taire par le révisionnisme du 11 novembre. Et que tous ces monuments de merde sont là pour nous faire oublier ce moment de notre histoire. Il y a eu 1 million de révoqués dans la fonction publique en 1919 parce qu'ils avaient adhéré à la CGT, en fait, etc., etc. Cette histoire, ça, elle est niée, elle est ensevelie sous le sarcophage du 11 novembre. 46 est enseveli sous le sarcophage de 45, entièrement. Alors il y aurait eu un compromis. Thorez aurait appelé à la fin de la grève. La grève de 46, c'était une grève fomentée par FO, par la CIA, pour accompagner nous sommes dans une époque où il y a interdiction de négocier les salaires. Depuis 1938, il est interdit de négocier les salaires. Interdit. Et les salaires sont définis par le gouvernement. C'est les arrêtés parodies, hein, qui reprennent les arrêtés de Vichy. Et
le patronat organise la pénurie. Il l'organise. Il n'est pas dans les choux, le patronat. Il l'organise. Et cette pénurie entraîne une hausse des prix. Ce n'est qu'en 1948 qu'on retrouvera le pouvoir d'achat de 35 ou 36, en 1948. En 1946-1947, il y a une entreprise délibérée du patronat d'organiser la pénurie. Donc oui, la bataille de la production est une bataille communiste. Je refuse totalement qu'on la qualifie comme c'est Yalta, Staline a négocié avec Roosevelt et machin, comment il s'appelait l'autre zozo d'Angleterre, Churchill, oui, qui sera heureusement battu. Vous avez vu le film de bon, j'arrête parce que sinon je vais... Mais regardez le film, le seul film que vous n'ayez pas vu de Ken Loach. Vous avez tous vu des films de Ken Loach, à coup sûr, d'accord. Il faut y aller avec un mouchoir, il y a plein de solidarité avec des victimes, on adore, ça c'est sûr. Le seul film où on ne va pas avec un mouchoir chez Ken Loach, c'est L'Esprit de 45. Qui l'a vu ici, L'Esprit de 45 ? Bon, personne. Une personne. L'Esprit de 45, c'est le film qu'il fait pour le centenaire du cinéma, ou je ne sais plus de quoi. Enfin, il a été extrêmement déçu que ce film... C'est un film qui montre un peuple victorieux, qui montre une classe révolutionnaire, qui montre qu'il n'y a pas d'Yalta. Tout ça, c'est de la merde intellectuelle. Churchill arrive à un meeting... Il est là, sûr de lui. Enfin, c'est un type qui a quand même joué un rôle extrêmement positif. Je ne sais pas où on en serait si Churchill n'avait pas été là en 40-41. Hein. On lui doit quand même beaucoup de choses à ce mec. Bon, il est sûr d'être réélu. Sûr. Il est hué. Il n'entend pas, il croit que c'est des applaudissements. Parce qu'il y a un peuple là. Qui est absolument déterminé à ne pas se faire voler sa victoire et qui va créer avec la partie, l'aile gauche, parce que l'aile droite, c'est-à-dire l'aile dominante des travaillistes, évidemment, eux, ils vont jouer le jeu comme toujours, ça que servent les socialistes, mais l'aile gauche avec Bevan va faire le NHS, les using, enfin des trucs qui sont la façon dont l'Angleterre va au communisme. Bon. Ce qui se passe en 1946, c'est pas du tout Yalta. Ce qui se passe en 1946, c'est une CGT complètement merdique, mais complètement merdique. Faites les archives du premier congrès post-guerre de 1946, d'avril 1946. Au niveau confédéral, c'est la merde absolue. Parce que, encore une fois, les socialistes sont absolument déterminés à quitter la CGT et s'allient aux trotskistes pour le faire. Pour avoir une aile gauche. Et suscitent des grèves contre précisément la bataille de la production. Et qui sont des grèves pro-patronales, je le dis clairement. Et dans la CGT, les seuls qui sont favorables au régime général, un régime général qui, contrairement à ce que vous dites, dans les années 60, va aboutir à un mode communiste de production du soin. Qu'est-ce qui se passe dans les années 60 ? Nous avons une hausse des salaires très importante qui s'opère en monnaie marquée. Elle ne s'opère pas d'abord par une hausse de la monnaie qui va sur le compte postal de l'intéressé. Elle s'opère d'abord par la monnaie qui ira ensuite, c'est pas l'époque, mais ça ira ensuite sur la carte vitale, la monnaie qui permet d'acheter des soins. Il y a un marché du soin, bien sûr. C'est pas gratuit. C'est un marché dont on va voir qu'il sort de la logique capitaliste, précisément, c'est tout à fait intéressant. Et cette monnaie, elle n'est accessible, elle n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. Elle n'est pas utilisable universellement. On ne peut l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés. Et c'est quoi les professionnels conventionnés ? Il faut quand même réfléchir un peu à ça. C'est des travailleurs indépendants qui sont libérés de la logique d'exploitation par le capital, alors que c'est le cœur de l'indépendance.
qui passent convention. C'est la première fois qu'ils sont conventionnés, c'est 1961. Avant, il n'y avait pas de convention. Hein. Les soins de vie n'étaient pas remboursés, tout simplement. Ils passent convention avec l'assurance maladie. Ils restent des travailleurs indépendants, mais sur un marché qui est totalement régulé, avec une régulation des actes, une régulation du tarif des actes, etc. Et ils sont payés par du salaire socialisé. C'est du salaire socialisé qui les paye. Donc, et avec une patientèle qui est solvabilisée. Une patientèle qui n'ont pas à aller chercher à coup de publicité sur le marché. Elle est là. Elle est solvabilisée. Donc vous avez une institution communiste du marché. Vous avez des professionnels qui, à l'hôpital, eux, sont des fonctionnaires. Ce n'était pas du tout écrit dans le marbre que ce seraient des fonctionnaires qui assuraient l'hôpital. Ce sont des fonctionnaires. Ça, c'est un fruit du régime général. Et troisième élément, l'investissement. Et là, c'est important, y compris pour le devenir de l'INRIA. L'investissement, il est subventionné. Il est subventionné. On ne vous invite pas à valoriser vos trucs pour se faire des sous. Il est subventionné. Et on ne travaille pas pour rembourser une dette. On travaille pour soigner. Pourquoi est-ce qu'il est subventionné? Parce que la socialisation de la valeur qu'opère l'assurance maladie, cette hausse du salaire par socialisation de la valeur, est suffisante pour assurer la création d'un hôpital par jour dans les années 60. Ou la transformation d'un hospice en hôpital. La transformation de lits, on sait ce que c'est qu'un hospice, est-ce que ça devient des mouroirs qui sont transformés en lits actifs, etc. Tout ça s'opère sans appel au marché des capitaux, sans appel à la propriété privée, sans rien de tout cela. Par une socialisation de la valeur qui va à une monnaie marquée, laquelle permet de subventionner l'investissement. On n'est pas dans une logique de crédit public que les soignants devraient rembourser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la clinique est remplacée par le protocole à l'hôpital? Parce que les soignants soignent non pas pour soigner, mais pour rembourser la dette hospitalière. Il n'y a pas de dette. On crée de la monnaie sans dette. Tout ça, c'est du communisme. C'est cette histoire-là que l'histoire officielle du CNR ou des communistes aux gaullistes, tout le monde, c'est faux. De Gaulle est tellement mais en rage d'avoir dû accepter 5 ministres communistes sur des strapontins après les premières élections qui font que le Parti communiste a 30% des voix, c'est le premier parti de France. On ne lui donne pas la présidence du Conseil, sûrement pas, les finances, sûrement pas, les affaires étrangères, rien. Ce qu'on donne à des communistes, le travail, la santé, des machins, des trucs comme ça, voilà. Sur des strapontins, pendant 1 an, puisque Léon Blum les chassera dès décembre 1946. Ça fout un tel bordel alors que la SFIO a été battue aux élections qui précèdent, les élections constituantes. Bon. Ça fout un tel bordel qu'on rappelle quelques communistes, mais pas tous, en janvier 1947. Alors, Marcel Paul n'est pas rappelé, par exemple. Et puis finalement, on les élimine en mai 1947, sans que ça ait rien à voir avec une grève chez Renault. Donc il n'y a aucune union des communistes aux gaullistes. De Gaulle est tellement fâché d'avoir dû nommer quelques communistes des strapontins qu'il démissionne dès janvier 1946. Il va être un adversaire acharné du régime général. Acharné. Dès qu'il revient au pouvoir, c'est à ça qu'il porte atteinte. Les décrets de mai, d'abord, il n'organise pas les élections de 60 qui devaient avoir lieu. Bon, il n'arrive pas encore à les supprimer, elles ont lieu en 62, il les supprime en 67. Mais les décrets de mai 60 changent complètement la donne déjà. Avant, les conseils d'administration avaient tout pouvoir, et les directeurs, élus par les conseils, je rappelle, élus par les conseils, n'avaient qu'un pouvoir limité. Il inverse. Les pouvoirs des directeurs sont illimités, le Conseil a des pouvoirs limités. Il y a une liste des pouvoirs du Conseil. Il crée l'école de Saint-Étienne, cette saloperie où on forme des cadres de la sécurité sociale qui, justement, vont tout reconstruire contre 1946. Et je l'ai dit, dès 1947, le patronat riposte au régime général par la GIRC. J'ai cotisé, j'ai droit. Oui, 1946 est une période révolutionnaire animée par les communistes.